Dans les majestueux couloirs de l'Empire romain, alors que l'écho des pas résonnait sur les marbres du palais, tel un murmure éternel des dieux, une histoire était tissée, destinée à survivre au siècle. Là, sous les plafonds dorés et les jardins parfumés de lauriers et de roses, une jeune femme d'à peine 25 ans avait conquis non seulement le cœur de l'empereur, mais aussi la peur, l'envie et les commérages de toute Rome. Son nom était Valeria Messaline, épouse de l'empereur Claude, et sa figure resterait gravée dans la mémoire collective comme un symbole de luxure débordante, de dépravation et d'ambition sans limite. Les chroniques qui ont traversé le temps nous dépeignent Messaline comme un tourbillon insatiable, capable de transformer les appartements privés du palais en scènes de bacchanal interminables. On disait qu'elle rivalisait avec des courtisanes professionnelles dans des jeux d'endurance, qu'elle quittait le lit impérial pour se déguiser et errer dans les bordels communs, et qu'en une seule nuit, elle pouvait se donner à 25 hommes. Ainsi le racontèrent les historiens, ainsi le répétèrent les poètes satiriques, et ainsi la tradition l'hérita, comme s'il s'agissait d'une vérité incontestable. Mais un poison plus profond ne bat-il pas derrière ces histoires, les arraquansi? Ne pourrait-il pas être que de tels récits, répétés jusqu'à la nausée, n'étaient mais que des armes de propagande conçues pour ruiner la mémoire d'une femme qui osa défier l'ordre établi? Rome était une scène où le pouvoir et l'intrigue dansaient en un fragile équilibre. Chaque ombre pouvait cacher un espion, chaque banquet pouvait se transformer en conspiration. Et dans ce théâtre cruel, Messaline incarnait un rôle dangereux, celui d'une femme jeune, ambitieuse et proche de l'empereur. Elle n'était pas seulement épouse, elle n'était pas seulement mère, elle était conseillère, médiatrice, gardienne des accès au pouvoir suprême. Dans une société forgée sur la dure pierre du patriarcat, un tel pouvoir féminin était perçu comme une menace et peu d'armes se révélaient plus efficaces pour le détruire que l'accusation d'immoralité sexuelle. Imaginons un instant la Rome de cette époque. Le Colisée ne se dressait pas encore, mais les spectacles sanglants enflammaient déjà le peuple. Les sénateurs se disputaient, feintolaient leur influence avec des mots empoisonnés, tandis que les esclaves remplissaient de rumeurs les forums et les termes. Au milieu de cette effervescence, Messaline devint un mythe, non par ce qu'elle fit réellement, mais parce que ses ennemis avaient les besoins qu'elle semble avoir fait. Qui peut résister à une histoire scandaleuse ? Qui peut douter de sa véracité quand elle est répétée encore et encore par les écrivains qui jouissent de la confiance du pouvoir? Ainsi naquit l'image de l'impératrice qui couchait avec 25 hommes chaque nuit, de la noble qui abandonnait la pourpre impériale pour se mêler aux prostituées du quartier le plus sombre de Rome. Une image puissante, capable d'exciter l'imagination de générations, mais qui n'est peut-être qu'un écran de fumée. Car derrière les rumeurs, derrière les satires, bat la possibilité d'une autre vérité, celle d'une femme habile, ambitieuse et courageuse, qui voulut gouverner depuis l'ombre et qui fut condamnée non pour ses passions charnelles, mais pour ses intrigues politiques. Et c'est ici que notre histoire s'ouvre comme un livre ancien. Entre les plis de la légende et de la réalité, entre l'écho des chroniqueurs et le silence des faits, se dresse la figure de Messaline. Fut-elle réellement la courtisane la plus infâme de l'Empire, ou fut-elle la victime la plus illustre d'une campagne de diffamation impitoyable? Dans quelle mesure les récits qui nous sont parvenus sont-ils le reflet de la vérité et non de la propagande? Telles sont les questions qui guideront notre voyage. Accompagnez-moi donc dans ce parcours à travers les couloirs obscurs du palais impérial, où les chuchotis de l'histoire se confondent avec les échos du mensonge. Nous découvrirons ensemble comment la Rome antique utilisait le sexe comme arme politique, comment les plumes des chroniqueurs pouvaient être plus affûtées que les épées des gladiateurs, et comment la mémoire d'une femme fut transformée en mythe pour perpétuer la domination des hommes. Ce n'est pas seulement l'histoire de Messaline, mais aussi un miroir qui reflète l'éternel combat entre vérité et manipulation, entre pouvoir et fragilité, entre gloire et ruine. La légende de Messaline n'est pas née d'un seul récit, ni d'un événement isolé, mais s'est tissée comme une tapisserie brodée de fils, d'exagération, de satire et de propagande. Dès l'époque où elle respirait, encore sous les toits du palais impérial, des rumeurs couraient déjà, la dépeignant comme une femme insatiable, dévoreuse de plaisir, capable de transformer n'importe quel salon en théâtre d'orgie.
Les chroniqueurs qui ont recueilli ces histoires, parmi lesquels Tacite, Suétone et Juvénal, avaient en commun non seulement la plume acérée, mais aussi le désir de souligner les vices d'un Litroconte de la dynastie à laquelle appartenait Claude, époux de Messaline. Leurs mots le conservaient au fil des siècles furent l'argile avec laquelle ils modelèrent l'image monstrueuse de l'impératrice. On racontait que Messaline organisait des jeux impudiques qui duraient en des nuits entières, où gladiateurs, sénateurs et esclaves étaient maintenant conviés à céder à son appétit vorace. On la décrivait comme l'ombre d'une bacchante dionysiaque capable de résister à des rivales professionnels sur le terrain du désir. L'anecdote la plus répétée et aussi la plus invraisemblable assurait que l'impératrice avait participé à une compétition avec une célèbre prostituée nommée Locusta, où le prix n'était ni l'or ni les terres, mais la gloire de l'endurance charnelle. Selon la version transmise, Messaline aurait vaincu sa rivale après s'être donnée à 25 hommes en une seule nuit. Ce chiffre rond, qui résonne davantage comme un vers de satire que comme un compte-rendu fidèle, devint le cœur palpitant de sa légende obscène. Il ne manquait pas non plus d'histoires la montrant abandonnant les richesses du palais pour errer, déguisée avec une perruque blonde, dans les bouges les plus sombres du quartier de la prostitution de Rome. Là, disait-on, elle se faisait appeler Lyciska, cachant son rang pour vendre son corps à des inconnus, se livrant jusqu'à l'aube comme la plus vulgaire des courtisanes. Juvénal la décrit dans ses satires comme une créature nocturne qui, après s'être rassasiée dans les bordels, rentrait au palais le visage fatigué et les cheveux encore imprégnés de l'odeur de la fumée et de la sueur. Suétone, de son côté, affirmait que Messaline allait jusqu'à organiser des jeux où les gladiateurs rivalisaient, non pour des lauriers ou des palmes, mais pour la promesse d'une nuit dans le lit impérial. Tacite relatait des banquets, dans les jardins de César qui dégénéraient en orgies dépravées. Des scènes d'excès qui, même pour la Rome habituée au déchaînement, étaient choquantes. Mais lorsque l'on porte un regard froid sur ces sources, un schéma évident apparaît. Tous étaient des hommes, tous écrivaient sous des régimes qui avaient loin des motifs politiques pour discréditer la mémoire de la dynastie julio-claudienne et tous recouraient à des formules déjà éprouvées pour dénigrer les femmes au pouvoir. L'accusation de luxure était l'épée invisible avec laquelle on coupait les ailes des femmes qui avaient osé s'élever trop haut. Les récits des sur Messaline suivent un moule littéraire, la femme puissante transformée en monstre sexuel. Elle ne fut pas la première à en souffrir, ni la dernière. La même chose fut dite de Cléopâtre, de Julia, d'Agrippine. Les exagérations servaient un but, détourner l'attention de son influence politique et réduire son image à celle d'un corps esclave d'impulsions incontrôlées. Les détails, comme le nombre impossible d'amants ou les prétendues compétitions avec des prostituées, portent la marque de la fable plus que celle de la réalité. Pensons-y. Quelqu'un peut-il supporter le passage de 25 hommes en une seule nuit et se lever le lendemain pour mener des intrigues de palais ? Le nombre n'est qu'un symbole, un artifice littéraire utilisé pour multiplier l'étonnement et le mépris. Il en va de même pour le déguisement de prostituée. La scène de l'impératrice couvrant sa chevelure d'une perruque et parcourant le quartier rouge s'intègre trop bien dans la comédie romaine, avec ses personnages ridiculisés par leur avidité. C'est comme si les écrivains avaient pris des passages d'œuvres théâtrales et les avaient incrustés dans le récit historique pour la condamner. Cependant, ce qui est fascinant, c'est que ces histoires, nées de l'exagération, ont fortement pris racine dans la mémoire populaire. Le peuple, avide de scandales et amateur de récits dépravés, répétait la légende sur les places, dans les thermes, sur les forums. De bouche à oreille, le mythe de Messaline grandissait comme un incendie alimenté par des rumeurs et des satires. Bientôt, son nom devint synonyme de luxure effrénée, et cette réputation survécut bien au-delà de sa propre vie. À ce point de notre narration, la question résonne à nouveau: jusqu'à quel point ces descriptions reflètent-elles la femme réelle et non le fantôme construit par ses ennemis ? Il est certain que les témoignages coïncident trop dans leur intention et les anecdotes les plus extrêmes semblent tirées de la littérature comique. Le portrait de Messaline comme nymphomane impériale fonctionnait comme une arme parfaite. Il discréditait sa lignée, minait la légitimité de son époux et servait en même temps d'avertissement à toute autre femme qui tenterait de l'imiter dans son ambition. La légende est étonnée et avec elle un stigmate indélébile. Plus les chroniqueurs la répétaient, plus elle s'éloignait.
de la chair et du sang de la véritable impératrice, devenant un archétype, la femme qui, aveuglée par le désir, détruisait tout ce qu'elle touchait. Ainsi, avant même sa chute, Messaline était déjà un mythe dangereux, un spectre qui parcourait l'histoire pour enseigner aux générations futures ce qui arrivait aux femmes qui osaient revendiquer un pouvoir que la société n'était pas prête à leur concéder. Avant que les rumeurs ne la transforment en spectre de luxure et de dépravation, Valeria Messaline était chair et sang, fille d'une des maisons les plus nobles de Rome. Née vers l'an 22 après Jésus-Christ, dans une lignée qui brillait comme une constellation parmi les puissants. Son sang était marqué par l'héritage de Marc-Antoine, celui qui avait aimé Cléopâtre et défié Auguste lui-même, et par Auguste, premier empereur de Rome, architecte de la paix impériale. Peu pouvait-on se targuer d'une telle ascendance, mélange de gloire militaire, d'ambition politique et de tragédie familiale. Dès son berceau, Messaline était destinée à jouer un rôle sur l'échiquier des puissants. Son enfance se déroula au milieu des marbres et des colonnes, entourée de rhétoriques et d'exemples de grandeur. Les maisons de l'aristocratie romaine n'étaient pas des lieux d'innocence, mais des terrains d'entraînement où les enfants apprenaient que chaque geste pouvait être observé, chaque mot utilisé en leur faveur ou contre son offre. Messaline grandit sous cette surveillance constante, et très tôt, elle apprit à utiliser le regard, le silence et l'astuce comme des armes aussi aiguisées que les pepedestillis, que les épées des légionnaires. Lorsqu'elle n'avait qu'à peine 17 ans, son destin s'entremêla avec celui de Claude, cet homme que beaucoup considéraient un marin comme maladroit, faible et incapable de gouverner. Claude était le neveu de Tibère et l'oncle de Caligula, mais ses tics physiques et sa lenteur intellectuelle apparente l'avaient relégué au second plan au sein de la famille impériale. On pensait qu'il serait une figure secondaire, destinée à vivre dans l'ombre d'autres plus ambitieux et plus craints. Mais le destin, capricieux comme les dieux, lui réservait un tournant inattendu. En l'an 39, Messaline épousa Claude. Pour beaucoup, c'était une union sans éclat, presque un arrangement familial. Personne ne pouvait soupçonner que, à peine 2 ans plus tard, après l'assassinat de Caligula, Claude serait proclamé empereur par la garde prétorienne. Soudain, cette jeune femme qui avait grandi parmi les privilèges mais sans trône se retrouva, à seulement 19 ans, impératrice de Rome, maîtresse d'un empire qui s'étendait des sables ardents d'Égypte aux forêts humides de Bretagne. C'est ici que la véritable essence de Messaline commence à se révéler. Elle n'était pas la femme dominée par des appétits incontrôlés que décriraient ses détracteurs, mais une figure ambitieuse, consciente du pouvoir que le mariage lui avait mis entre les mains. Sa position lui permettait d'influencer les décisions de l'homme le plus puissant du monde, et elle sut en tirer parti avec une rapidité qui déconcerta beaucoup. En tant qu'impératrice, Messaline devint médiatrice de requêtes, recommandatrice de postes, protectrice d'alliés et bourreau silencieux d'ennemis. Sa voix pouvait ouvrir ou fermer les portes du pouvoir, et dans une société où les femmes devaient se limiter au rôle d'épouses obéissantes et de mères silencieuses, cette ingérence était insupportable pour les sénateurs et les courtisans. Le Sénat romain, composé en majorité d'hommes qui se méfiaient de toute influence féminine, voyait avec suspicion chacun de ses mouvements. Mais Messaline ne s'arrêta pas. Grâce à sa proximité avec Claude, elle commença à accumuler non seulement de l'influence mais aussi des richesses. Propriétés, villas, terres et trésors passèrent sous son contrôle, ce qui augmenta son indépendance et renforça encore son pouvoir. En quelques années, la jeune femme, au regard ferme et au sourire calculé, se transforma en l'une des personnalités les plus redoutées de Rome. Il était inévitable que des ennemis surgissent. La Rome impériale était un nid de guêpes où les alliances se construisaient et se détruisaient avec la rapidité de l'éclair. Chaque pas de Messaline était observé, chaque geste interprété comme un mouvement stratégique. Dans ce monde impitoyable, où un mot mal placé pouvait sceller la ruine d'un homme, elle apprit à manœuvrer avec la précision d'un général sur le champ de bataille. Ainsi, tandis que les chroniqueurs commençaient à forger les légendes de la Messaline nymphomane, la réalité montrait une femme qui maîtrisait l'art de la politique dans l'ombre. Ce n'était pas une bacchante perdue dans les plaisirs de la chair, mais une architecte d'intrigue qui sut profiter de la faiblesse de son époux pour ériger son propre royaume au sein du trône. Son véritable péché fut de désirer trop de pouvoir dans un monde qui ne tolérait pas que les femmes l'exercent. Et dans ce contraste entre la réalité de ses origines nobles et son ascension comme impératrice et la fiction propagée par les écrivains postérieurs, se forge la tragédie.
car plus son influence grandissait, plus grand était le besoin de ses adversaires de la détruire. Et la manière la plus efficace de le faire n'était pas de dénoncer ses ambitions politiques, mais de la rabaisser au niveau de la plus vulgaire des prostituées. Messaline, la jeune noble, l'épouse de l'empereur, la mère des enfants impériaux, fut transformée en mythe dépravé par ceux-là même qui craignaient sa force. Ainsi commença à se préparer le dénouement que l'histoire, déguisée en satire et scandale, finirait par lui imposer. Rome était un essaim de voix, un bouillonnement d'intérêts qui se croisaient à chaque coin de rue du Forum et dans chaque couloir du palais impérial. Dans cet univers, Messaline se mouvait avec l'habileté de celle qui sait qu'un geste mal calculé pouvait équivaloir à une sentence de mort. Son véritable domaine n'était pas dans les alcôves où les chroniqueurs la situaient, mais dans les bureaux cachés, dans les conversations privées avec Claude, dans les oreilles des cœurs qu'elle sut conquérir et dans les mains qu'elle sut acheter. Là, loin du bruit du peuple et des satires mordantes, l'impératrice tissait la toile invisible de son pouvoir. En tant qu'épouse de l'empereur, Messaline n'avait pas besoin d'élever la voix au Sénat. Il lui suffisait de murmurer à l'oreille de Claude pour qu'un nom soit élevé au rang de magistrat, ou qu'un autre soit effacé de la liste des aspirants. Les hommes qui se rendaient au palais avec l'espoir d'une promotion savaient qu'ils ne devaient pas seulement conquérir la volonté du César, mais aussi la faveur de sa consort. Et Messaline, consciente de cela, jouait ses cartes avec maestria. Aux uns, elle offrait protection. Aux autres, elle tendait des promesses qu'elle transformait ensuite en chaîne de fidélité. Peu à peu, ses ennemis commencèrent à remarquer comment les pièces de l'échiquier se retournaient contre leurs intérêts. Ce n'était pas le hasard qui jouait, mais la main cachée de l'impératrice. Plusieurs familles sénatoriales virent en leurs rivaux favorisés, leurs propriétés réclamées par ordre impérial, leur voix perdre de leur force dans les discussions du conseil. Messaline, encore jeune, avait appris à utiliser la méfiance de Claude à son avantage. L'empereur, incertain de ses limites et constamment craintif des trahisons, trouvait en son épouse une conseillère de confiance. Elle lui signalait les suspects, lui montrait les possibles conspirateurs et Claude obéissait, convaincu d'assurer son trône. Les documents qui nous sont parvenus révèlent un portrait très différent de la femme décrite par les poètes obscènes. Y apparaît la stratège qui orchestrait la ruine de ceux qu'elle considérait comme des obstacles. Certains furent condamnés à l'exil, d'autres à la mort, toujours sous le prétexte de protéger la sécurité de l'Empire. En réalité, chaque exécution, chaque confiscation était une brique de plus dans le mur de pouvoir que Messaline construisait pour elle-même. L'or coulait vers ses mains. Terrains fertiles, villas remplies d'esclaves, maisons urbaines, tout cela passait sous son contrôle. Rome murmurait que l'impératrice possédait des richesses comparables à celles des plus anciens sénateurs. Cette accumulation n'était pas seulement un symbole de cupidité, mais une garantie d'indépendance. Celui qui possédait terres et trésors possédait aussi des clients, des alliés et des soldats près des sapres à la défendre. Mais Messaline n'agissait pas uniquement par avarice. Ce qu'elle cherchait, au fond, était de consolider un pouvoir qui, à son époque, était interdit aux femmes. Son influence directe sur Claude était la clé, mais elle avait besoin d'un édifice solide qui résisterait quand l'empereur hésiterait ou quand les ennemis élèveraient la voix contre elle. C'est pourquoi elle renforçait les alliances, c'est pourquoi elle s'assurait de placer ses fidèles à des postes clés. C'est pourquoi elle éliminait sans pitié ceux qui pouvaient la menacer. Il ne faut pas imaginer, cependant, que son chemin était exempt d'embûches. Les sénateurs se méfiaient, les courtisans conspiraient, les généraux chuchotaient entre eux. Chaque fois qu'un ordre impérial tombait sur un ennemi de Messaline, le ressentiment grandissait dans l'ombre. Le Sénat Orstanton, dominé par des hommes fiers de leur lignage et jaloux de leur pouvoir, ne pouvait supporter qu'une femme, aussi épouse du César fût-elle, dirigeât l'orchestre de la politique. Sa seule présence dans les rouages de l'État était une insulte à la tradition patriarcale. Ainsi, tandis que les poètes tissaient des fables sur son prétendu déchaînement sexuel, dans les salons de marbre se tramaient des vengeances bien plus dangereuses. Messaline marchait sur un sol glissant, sachant que chaque sourire au banquet pouvait cacher un poignard, que chaque applaudissement au Sénat pouvait être l'antichambre de la trahison. Et pourtant, elle continuait d'avancer. Son pouvoir était trop enivrant et sa jeunesse trop impétueuse pour s'arrêter.
Elle était comme une joueuse qui, au milieu d'un échiquier sanglant, misait toujours un pas de plus, confiante que la fortune resterait de son côté. En moins d'une décennie, Messaline était devenue l'une des figures les plus redoutées de Rome. Son nom évoquait le respect parmi les courtisans, la crainte parmi les sénateurs et le ressentiment parmi les ennemis. Et bien que la légende populaire la réduisit à un symbole de luxure, en réalité, sa véritable arme était la politique. La même politique qui l'avait menée au sommet commençait à lever contre elle le vent de sa propre chute. L'histoire de Messaline atteignit son paroxysme lors d'un épisode que les chroniqueurs décrivirent comme Tarcellier comme le plus grand de ses crimes, bien que, vu d'un œil critique, cela ressemble davantage à un jeu de miroir entre intrigue et propagande. En l'an 48 après Jésus-Christ, alors qu'elle n'avait pas encore 30 ans, l'impératrice fut accusée de s'être unie en mariage secret avec Caius Silius, un jeune sénateur de noble lignée, beau et ambitieux. La nouvelle tomba sur Rome comme un coup de tonnerre en plein été. L'épouse de l'empereur, mariée en secret à un autre homme. Les récits anciens se contredisent sur les détails, mais tous s'accordent sur le scandale. Certains disaient que la cérémonie s'était déroulée en secret dans une maison privée avec témoins et rituels nuptiaux inclus, comme si Messaline avait décidé d'abandonner son lit impérial et de couronner Silius comme nouveau compagnon. D'autres affirmaient que ce prétendu mariage n'était qu'une mascarade politique, une alliance scellée par des symboles pour préparer un coup d'État contre Claude. Ce qui est certain, c'est qu'aucune de ces versions ne peut être prise pour une vérité absolue, et l'ombre de la conspiration s'étend sur toutes. Fût-ce réellement un acte d'adultère, né du désir et de la passion, ou fût-ce plutôt un coup désespéré de l'impératrice pour s'assurer un allié puissant, un compagnon capable de la soutenir dans un monde où les ennemis pullulaient. Silius, jeune et audacieux, était perçu par beaucoup comme une menace latente pour l'empereur. Unir son destin à celui de Messaline pouvait signifier la préparation d'une rébellion de palais, un mouvement capable de secouer les fondements du trône. La rapidité avec laquelle la tragédie se déchaîna est révélatrice. Claude se trouvait hors de Rome lorsqu'il reçut la nouvelle, et sa première réaction, selon les sources, fut l'incrédulité. Il fallut que ses conseillers insistent, qu'il répète les détails jusqu'à l'épuisement, pour que l'empereur comprenne l'ampleur de l'outrage supposé. C'est alors que la machine de l'accusation se mit en marche. Il n'y eut pas de temps pour la défense, ni de procès pour peser les preuves. Il fut décidé que l'impératrice devait mourir. Le Sénat, qui depuis longtemps en voulait au pouvoir de Messaline, célébra en silence la nouvelle. Les courtisans qui avaient subi son influence virent dans le scandale l'occasion tant attendue de la détruire. Et les chroniqueurs, toujours prompts à parer de mots les drames de l'Empire, se chargèrent de transformer cet épisode confus en une histoire de trahison et de luxure qui perdurerait pendant des siècles. Les contradictions, cependant, sont trop nombreuses. Certains récits disent que Messaline, apprenant sa condamnation, courut désespérée dans les jardins de Lucullus, implorant pardon, tandis que ses jeunes enfants la suivaient en pleurant. D'autres assurent qu'elle tenta de se défendre, qu'elle demanda une audience pour expliquer que tout avait été un accord politique, une alliance mal interprétée, mais aucune supplique n'atteignit le cœur de Claude. Entourée de conseillers qui craignirent de perdre le pouvoir si elle survivait, l'empereur garda le silence, laissant la sentence avancer. La mort arriva sans cérémonie. Messaline fut exécutée rapidement, sans procès ni défense, comme si l'on voulait effacer d'un coup toute ombre de doute. Certains disent que Claude lui-même n'était pas présent et que d'autres décidèrent en son nom, craignant que l'empereur n'hésite et ne pardonne à son épouse. Ainsi se termina la vie d'une femme qui avait tissé pendant des années le réseau de pouvoir le plus redouté de Rome, détruite en quelques jours par un scandale dont les racines sont encore aujourd'hui enveloppées de mystère. L'épisode du mariage avec Silius fut présenté à la postérité comme une preuve irréfutable de sa dépravation. Quel plus grand outrage une impératrice pouvait-elle commettre que d'épouser un autre homme alors que le César était encore en vie ? Mais derrière ce récit plane le soupçon d'une conspiration soigneusement orchestrée. La rapidité du processus, le manque de preuves, les versions contradictoires, tout suggère que Messaline fut victime d'un piège tendu par ceux qui ne supportaient plus son influence. De ce fait, la chute de Messaline ne fut pas tant une punition pour des passions désordonnées que le dénouement logique de son pouvoir accumulé. Elle avait atteint un degré d'influence intolérable dans une société dominée par les hommes. Elle avait joué au jeu de la politique avec trop d'audace,
et finalement ses rivaux trouvèrent l'arme parfaite pour la détruire. Un scandale sexuel impossible à défendre qui faisait appel à l'honneur de l'empereur et à la morale du peuple. Ainsi, en l'an 48, Rome assista à la chute fulgurante de son impératrice, la plus redoutée. Une chute aussi rapide que brutale, conçue non seulement pour mettre fin à sa vie, mais pour effacer son héritage et réduire sa mémoire à un stigmate. Avec sa mort, Messaline cessa d'être la femme ambitieuse qui avait défié le Sénat et les courtisans pour devenir un symbole de dépravation, un exemple de ce qui arrivait lorsqu'une femme osait lever la tête au-dessus des limites imposées. La mort de Messaline ne clôtura pas son histoire, mais ouvrit la voie pour que la plume des chroniqueurs la transforme en mythe éternel de dépravation. Et dans cette métamorphose se révèle un schéma inquiétant, une stratégie répétée au fil des siècles pour anéantir la mémoire de ces femmes qui osèrent défier les limites imposées par l'ordre patriarcal. Rome, avec toute sa grandeur, n'était qu'un miroir qui reflétait la fragilité de la condition féminine lorsque celle-ci osait réclamer un pouvoir qui ne lui était pas permis. L'accusation de luxure, d'excès sexuel impossible à satisfaire fut l'arme préférée. Cléopâtre, la reine d'Égypte qui soumit les cœurs des généraux romains, fut décrite comme une sorcière lascive qui utilisait son corps comme un piège. Julia, fille d'Auguste, fut accusée de promiscuité pour justifier son exil et la privation de ses privilèges. Agrippine, mère de Néron, subit également le fouet de l'insinuation incestueuse. Toutes ces figures d'influence furent réduites à des caricatures obscènes qui faisaient oublier leurs compétences politiques, leur intelligence ou leurs ambitions. Dans ce contexte, la campagne contre Messaline ne fut pas une exception, mais un chapitre de plus d'une tradition qui liait le pouvoir féminin au désordre sexuel. La logique était simple et cruelle. Une femme qui cherchait à influencer la politique devait être dominée par des passions incontrôlées, car dans la mentalité romaine, la vertu féminine consistait en le silence, l'obéissance et la chasteté. Toute déviation de cet idéal était punie par la diffamation la plus dévastatrice. Ce qui est révélateur, c'est que, dans les premiers récits contemporains de la chute de Messaline, les accusations se concentraient d'un rang davantage sur la trahison politique, sur la prétendue conspiration avec Caius Silius. Mais avec le temps, les plumes de Juvénal et d'autres écrivains postérieurs ont embelli l'histoire avec des scènes de plus en plus obscènes. Ce qui a commencé comme un scandale politique s'est transformé en légende pornographique. L'impératrice qui avait ourdi des intrigues fut ensuite rappelée comme la femme qui, déguisée, parcourait les bordels jusqu'à l'aube. La vérité s'évanouissait, et à sa place se dressait un masque grotesque. Il est impossible de ne pas remarquer que ces histoires ne reproduisaient des formules propres à la comédie romaine. L'idée d'une noble déguisée avec une perruque blonde, errant parmi les prostituées sous un faux nom, évoque davantage un artifice théâtral qu'un fait historique. Il en va de même pour la compétition d'endurance sexuelle avec Locusta. Il s'agit d'un récit si stylisé, si parfait dans son scandale qu'il semble extrait d'une satire. Et pourtant, ce sont ces ornements qui se sont incrustés dans la mémoire collective, éclipsant toute trace de la Messaline réelle. De cette manière, la propagande remplit sa fonction. Il ne suffisait pas d'éliminer physiquement l'impératrice. Il fallait détruire sa mémoire, la transformer en avertissement pour l'avenir. La Messaline des historiens devint l'exemple de la femme qui, en se laissant emporter par la luxure, ruinait son époux, sa famille et elle-même. Un miroir déformé qui servait les intérêts du patriarcat romain. Et le plus inquiétant est que ce mécanisme de diffamation ne s'est pas limité à l'Antiquité. Tout au long de l'histoire, les femmes puissantes ont continué à subir des accusations similaires. À chaque époque, dans chaque royaume, l'outil de la diffamation sexuelle fut brandi contre elles avec la même efficacité. Comme s'il s'agissait d'un écho éternel, les histoires de Cléopâtre, Julia, Agrippine et Messaline se sont répétées sous d'autres noms, dans d'autres contextes. La mémoire de Messaline, par conséquent, n'est pas seulement un cas isolé d'injustice. Elle est le reflet d'une stratégie universelle pour réduire au silence et anéantir celles qui, par leur ambition ou leur talent, représentaient une menace pour l'ordre établi. L'accusation de luxure ne détruisait pas seulement les réputations, elle transformait les femmes en figures ridicules, en avertissements moraux, en ombres déformées qui empêchaient à la postérité de reconnaître la vérité de leurs actes. À chaque siècle qui passait, les histoires sur Messaline devenaient plus extrêmes. Juvénal, écrivant des décennies après sa mort,
brossa un portrait, où il ne restait presque aucune trace de la femme réelle. Sa Messaline était déjà une créature mythique, un monstre aux appétits infinis, aussi irréelle que fascinante. La satire était devenue histoire, l'exagération vérité acceptée. Ainsi, le cas de Messaline nous montre clairement comment les narrations historiques peuvent être façonnées par des intérêts politiques et culturels, au point d'effacer presque complètement la figure originale. La femme qui manœuvra autrefois avec astuce les fils de la politique fut réduite à un symbole de dépravation. Et ce symbole servit à renforcer l'idée que le pouvoir féminin menait inévitablement à la ruine. Messaline, Cléopâtre, Julia, Agrippine, toutes font partie d'un même chœur tragique, d'une mélodie répétée qui traverse les siècles. Leurs histoires nous avertissent de la manière dont le mensonge, revêtu de scandale, peut être plus durable que la vérité, et comment les sociétés, dans leur désir de préserver un ordre, n'hésitera pas à sacrifier la mémoire des femmes qui l'ont défiée. La mort de Messaline n'a pas mis fin à son influence sur l'histoire. Bien au contraire, son nom a survécu des siècles, mais non pas comme la femme ambitieuse et astucieuse qu'elle fut de son vivant, mais comme un fantôme déformé par la propagande, devenu archétype de la dépravation féminine. C'est peut-être le destin le plus cruel. Il ne suffisait pas de lui ôter la vie, il fallait aussi lui ôter sa dignité, transformant son souvenir en un miroir obscène qui servirait d'avertissement à toute femme osant défier l'ordre établi. Avec le temps, le mythe grandit et s'amplifia. Les écrivains des époques postérieures, désireux de contraster leur propre régime avec les excès du passé, trouvèrent en Messaline un instrument utile. Plus ses prétendus vices étaient exagérés, plus brillaient les vertus proclamées par les gouvernants du présent. Ainsi, l'impératrice fut sculptée comme un symbole du désordre moral, un exemple de ce qui ne devait jamais se répéter. Le contraste était parfait. Face au prince qui se disait incarner la discipline et la vertu, se dressait l'ombre de Messaline, couronnée non de laurier, mais de luxure. Ce mécanisme de distorsion révèle bien plus qu'une simple haine personnelle à son égard. Il nous montre comment la propagande peut façonner la mémoire historique de manière si puissante que même 2 millénaires plus tard, nous sommes toujours pris dans son sortilège. Qui n'a pas entendu, même vaguement, le nom de Messaline associé au mot luxure? Combien se souviennent en revanche de Tarse de ses manœuvres politiques, de son noble lignage, de son rôle à la cour impériale? La disproportion entre le mythe et la réalité est un exemple parfait de la manière dont les puissants décident ce qui mérite d'être rappelé et ce qui doit être passé sous silence. Et pourtant, en séparant soigneusement les couches d'exagération, apparaît un portrait beaucoup plus humain et complexe. Messaline ne fut pas un monstre, mais une femme née dans une famille destinée au pouvoir, qui utilisa son intelligence et son ambition pour évoluer dans un monde où la politique était un champ de bataille constant. Elle fut mère, épouse et surtout stratège. Son erreur, si l'on peut l'appeler ainsi, fut de ne pas se contenter du rôle passif que Rome exigeait des femmes de son rang. Son audace consista à vouloir gouverner dans l'ombre, à occuper un espace que la tradition réservait uniquement aux hommes. Cette audace fut punie par la diffamation. Car dans la logique de Rome, une femme qui cherche le pouvoir politique est immédiatement soupçonnée de corruption morale. Le récit de sa vie fut contaminé par cette idée. Son ambition fut traduite en luxure, son influence en débauche, son indépendance en péché. Ainsi, le stigmate de Messaline transcenda sa propre vie et devint une métaphore. La leçon que nous laisse son histoire ne se limite pas à l'Antiquité. Au fil des siècles, le recours à la diffamation sexuelle continua d'être une arme utilisée contre des femmes puissantes. L'ombre de Messaline réapparaît à chaque époque, déguisée sous d'autres noms, mais toujours avec le même objectif: délégitimer celle qui représente une menace pour les fondements d'un système dominé par les hommes. Ainsi, le mythe de l'impératrice romaine devient un avertissement intemporel sur la facilité avec laquelle la propagande peut détruire la réputation d'une personne et façonner son souvenir pour servir des intérêts étrangers. Aujourd'hui, lorsque les études modernes de l'histoire analysent à la loupe les sources anciennes, la trame se révèle avec plus de clarté. Les anecdotes les plus scandaleuses proviennent de satires et de comédies, non de registres impartiaux. Les chiffres impossibles, 25 amants en une seule nuit, relèvent plus de l'artifice littéraire que du fait réel. Le déguisement de prostituée rappelle davantage les farces théâtrales qu'un épisode de la vie quotidienne d'une impératrice.
Ce qui émerge donc est un tableau dans lequel la femme réelle fut dévorée par le mythe, et dans lequel le mythe fut fabriqué en toute conscience pour remplir un objectif politique et culturel. L'héritage de Messaline, déformé et corrompu, est la preuve que l'histoire ne raconte pas toujours ce qui s'est passé, mais ce que les vainqueurs ont décidé qu'il fallait raconter. Sa figure est devenue un exemple, un avertissement, un stigmate, mais derrière ce masque bat encore la possibilité d'une autre interprétation, celle d'une femme qui, avec toutes ses lumières et ses ombres, tenta de survivre dans un monde qui ne tolérait pas son ambition. Imaginons un instant Messaline, non pas comme la caricature que les chroniqueurs nous ont laissée, mais comme la jeune femme qui, à peine âgée de 19 ans, se retrouva soudain aux côtés de l'homme le plus puissant de la planète. Imaginons le poids des décisions qu'elle pouvait influencer, les alliances qu'elle devait tisser, les dangers qui rôdaient à chaque coin du palais. Imaginons la solitude de se savoir entouré d'ennemis, de dépendre de la volonté d'un époux facilement manipulable par d'autres. Ce n'était pas une bacchante enragée, c'était une stratège dans une partie qu'elle finit par perdre. Plus de 2000 ans plus tard, son nom continue de susciter fascination et débat. Et c'est peut-être là que réside sa véritable victoire. Malgré toutes les tentatives de l'effacer sous des couches de calomnie, nous continuons de parler d'elle, de nous demander qui elle fut réellement. Cette persistance nous rappelle que l'histoire, aussi manipulée qu'elle ait pu être, garde toujours des fissures par où la vérité peut transparaître. Le cas de Messaline est en définitive une leçon sur le pouvoir de la narration. Il nous enseigne comment les histoires que nous répétons peuvent façonner non seulement la mémoire d'une personne, mais aussi la vision de toute une époque. Il nous avertit du danger d'accepter sans critique les récits hérités. Et il nous invite à regarder au-delà du mythe, à chercher dans l'ombre de la diffamation la lumière de la vérité. L'impératrice qui, selon la légende, couchait avec 25 hommes par nuit, a pu être simplement une femme qui voulut gouverner dans un monde qui ne le permettait pas. Et pour cette audace, l'histoire la condamna à devenir un symbole de l'interdit. Mais en même temps, son souvenir nous parle de courage, d'ambition et de l'éternel combat contre un système qui craignait plus une femme de pouvoir que n'importe quelle armée étrangère. Ainsi se conclut ce récit. Messaline, impératrice de Rome, victime et mythe, femme réelle et figure légendaire. Son héritage déformé nous invite à réfléchir non seulement sur le passé, mais sur le présent, où les armes de la diffamation sont encore utilisées. Et il nous rappelle que la véritable histoire, celle qui bat sous les couches de propagande, est toujours plus riche, plus complexe et plus humaine que n'importe quelle caricature inventée par les vainqueurs.